Bonsoir donc, nous nous retrouvons pour certains après la présentation de la semaine dernière. Aujourd'hui donc c'est un voyage à l'intérieur du Soleil, un périple, et nous allons commencer dans ce premier chapitre par ce qu'on savait, disons, en gros, il y a une vingtaine ou plutôt une trentaine d'années en ce qui concerne la structure interne d'une étoile, et en l'occurrence le Soleil. Et puis nous verrons les choses passionnantes qu'a apporté une méthode nouvelle, l'héliosismologie. C'est peut-être pas au niveau de la technique elle-même, elle n'est pas au niveau, pas de la technique, mais disons au niveau de la physique, la sismologie, les effets sismiques, etc. sont bien connus pour la Terre, mais on verra qu'on a trouvé des méthodes des moyens d'appliquer ça pour le Soleil. Nous verrons aussi une autre méthode qui consiste à mesurer des particules assez fantomatiques. On appelait ça l'énigme des neutrinos. Vous verrez que c'est assez passionnant. Et puis, nous verrons, jusqu'à maintenant, il s'agit plutôt de connaître un peu les propriétés du corps un peu statique, mais il n'est pas statique, évidemment, il tourne sur lui-même, et on verra tout ce qu'on a appris. Alors ça, c'est nouveau sur la façon dont le Soleil tourne rond, si j'ose dire, ou non, dans son intérieur. Et puis, la dernière fois, nous avions beaucoup insisté sur le fait que le Soleil est une étoile magnétique, et nous verrons ce qu'il en est, mais cette fois-ci dans ses profondeurs. Alors, ça c'est un petit rappel de cours. Ceux qui étaient là la semaine dernière le savent maintenant très bien. Ce que l'on a mesuré il y a fort longtemps déjà, et ce qui est possible de faire facilement avec le Soleil, c'est son rayon, donc 700 000 km. Sa masse, cette masse impressionnante, avec les 2 kilos suivis de 30 zéros pour définir sa masse. Une luminosité elle-même absolument énorme, donc 4 10 puissance 23 kW, en résumé une puissance rayonnée extraordinaire. Nous avions vu qu'on était capable, à l'aide de la photométrie, la spectroscopie, de connaître la température de surface de ce Soleil, donc à distance, à 550 millions de kilomètres. Et puis, qu'en l'observant un peu mieux que l'avait fait Galilée en son temps, on pouvait mesurer sa rotation, et puis mesurer la façon dont elle variait, cette rotation, selon qu'on était à l'équateur du Soleil, où on était au pôle. Alors maintenant, la question qui s'est posée depuis fort longtemps, et c'est une question qui était posée pour les physiciens solaires, mais aussi les physiciens stellaires, les autres étoiles, dans notre galaxie, on avait vu qu'il y en avait un certain nombre. Comment savoir ce qui se passe à l'intérieur, comment vraiment le sonder? Alors jusqu'aux années 70, les théoriciens sont partis des lois de la physique. Alors ce sont des lois très simples sur le papier, en tout cas. C'est la façon dont on pourrait peut-être partir de la dernière, c'est-à-dire les lois de la gravité qu'on connaît bien depuis Newton, les lois concernant le rayonnement, les lois concernant le transport d'énergie dans des milieux ayant des températures différentes, et puis les lois découvertes quand même plus récemment concernant la possibilité de générer de l'énergie à partir de réactions de fusion nucléaire. Nous l'avions abordé la dernière fois et nous y reviendrons. Bon, donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelque chose, je vais vous donner tout de suite, disons, un petit aperçu de ce que c'est que la structure interne. C'est les 3 couches que nous allons décrire, qui correspondent à 3 régimes de fonctionnement différents. Et tout ça, c'était plus ou moins prédit, encore une fois, par les physiciens solaires avant les années 70. Donc. Alors, ce que nous trouvons, on va partir de la source d'énergie. Ici, c'est au centre donc un cœur dans lequel, je vous l'ai déjà dit, ont lieu les réactions nucléaires.
Une zone dite, alors c'est du 15 où on en est à 15,7 millions de degrés de température. Ça varie évidemment du centre vers le bord, vers la surface, on verra. Puis une zone radiative qui permet au rayonnement émis d'être transporté vers l'extérieur. Et puis là où ça ne devient pas possible, plus possible, une zone dite convective qui est figurée ici avec ces tourbillons ici, tourbillons de matière chaude qui monte et puis de matière froide qui redescend. Alors, nous avions commencé à voir aussi la dernière fois toutes ces petites, vous voyez, toutes ces petites anomalies, tous ces points noirs sur la peau du Soleil, et puis c'est-à-dire les taches solaires, et puis ces structures qu'on avait appelées des protubérances solaires qui sont majestueusement installées dans la couronne solaire. Bon. Ça, c'est ce qu'on savait, et je vous donne ici un diagramme qui n'est pas du tout compliqué, et simplement il y a beaucoup de courbes, et je n'ai pas eu le temps d'en éliminer certaines. On avait commencé à le voir la dernière fois, mais on avait distingué ce qui était variation de densité de température. Alors je vous rappelle les échelles, ici on est au centre là, du Soleil, et puis ici on est à la surface. Et ce qu'on décrit ici, alors je vais essayer de le suivre avec ma flèche, c'est ici la variation de température, et puis ici la variation de densité, et dans une échelle logarithmique, ce qui signifie que la température, par exemple, elle varie entre ce point au centre du Soleil, où elle est de l'ordre de, disons, 15 et quelques millions de degrés, elle varie d'un facteur 30 000 pour atteindre 4 000 et quelques degrés au-delà même de la surface. Et puis du côté de la densité, une variation très très importante également, d'un facteur 10 000 également, et quelque part on a figuré ici la densité de l'eau. Ce sont des éléments que vous retrouverez également dans l'exposition. On expliquera que si on veut définir une densité moyenne, on a une densité qui est bien supérieure à celle de l'eau. Mais encore une fois, souvenons-nous que nous sommes dans un système de gazeux. Et puis on a même tracé ici quelque chose qui est la luminosité en fonction de la distance. Donc on comprend qu'au centre du Soleil, l'énergie rayonnée au point central, elle est quasiment nulle. Et puis elle va augmenter au fur et à mesure qu'on va monter dans ce fameux noyau. Et là où les réactions nucléaires s'arrêtent, eh bien c'est là qu'on va disposer d'un rayonnement, le rayonnement qui va être quasiment le rayonnement de sortie, qui est constant. Alors, donc... on va décrire ces trois couches, enfin les décrire, cette fois-ci essayer de les expliquer, de les comprendre. D'abord, on avait donc traduit cette luminosité énorme, on l'avait traduite en termes de température, et puis on ne s'était pas trop posé la question de savoir d'où elle venait. Alors, cette source d'énergie extraordinaire, à une époque, c'était au début du XXe siècle, Lord Kelvin avait proposé que ce soit le résultat de l'énergie gravitationnelle qui avait été accumulée quand la matière s'était contractée. Alors cette énergie est insuffisante, est insuffisante tout simplement parce que cette énergie est importante, mais au bout de 19 millions d'années, elle ne serait plus disponible. Or, on sait que l'âge du Soleil est bien supérieur, puisqu'il s'agit d'un âge de l'ordre de 4,5 ou 4,6 milliards d'années. Donc, c'est en 1938 et quelques que deux physiciens, donc ce sont les physiciens qui sont venus au secours des astronomes, donc von Weizsäcker et Hans Bethe, qui était à l'époque, enfin ça n'a pas d'importance où il était, ont proposé que ce cœur du Soleil était en fait le siège de réactions de fusion thermonucléaire. Alors, en fait, il y avait plusieurs chaînes de réactions possibles qui impliquaient donc des petits noyaux comme l'hydrogène. Alors les noyaux d'hydrogène, on les appellera des protons. Hein, c'est la partie chargée de l'atome d'hydrogène autour duquel circule à grande distance un électron. Et puis il y a un tas de réactions impliquant l'hélium, le beryllium, etc. Puis aussi le carbone, l'azote, l'oxygène. Bon, on va simplement voir ici une de ces réactions. Alors, j'espère que le transparent est à peu près
alors ce qu'il faut regarder ici, c'est la partie... vous voyez, il y a une sorte de symétrie par rapport à cette ligne horizontale. On va se concentrer uniquement sur la partie haute. Hein. Alors on a ici donc deux, alors on a écrit hydrogène, mais c'est en fait les noyaux, hein, donc des noyaux d'hydrogène, un proton donc, un noyau d'hydrogène qui se rencontre ici, et ils vont former une sorte de transmutation, qui vont former un nouvel élément, qui est le deutérium. Et dans cette affaire, alors il faudrait figurer ici donc le fait que ces deux, ils sont ensemble, hein, c'est vraiment, ils sont couplés. Et vous voyez qu'on est passé on était passé de deux particules bleues à une particule bleue et rouge ou rose. Et en fait, cette particule rouge ou rose, ce n'est plus un proton, c'est un neutron. C'est-à-dire il a perdu sa charge. Alors la charge, elle est partie où? Vers cet élément qu'on appelle un positron, qui est en fait un électron chargé positivement. Et puis une particule sur laquelle nous reviendrons, c'est cette particule dite neutrino. Alors, tout de suite, pour vous dire que au voisinage de cette réaction, ce positron, il ne va pas aller très loin. Et en fait, il va rencontrer rapidement un électron. Et en s'annihilant, d'une certaine façon, à partir de deux éléments de matière, on va aboutir à du rayonnement. Et on va aboutir à du rayonnement dit gamma, dans les longueurs d'onde de gamma. Donc, situé, comme on l'avait vu la semaine dernière, situé bien au-delà de l'ultraviolet, bien au-delà de rayons X, donc des rayonnements très, très durs, dirais-je, très énergétiques. Alors, l'histoire n'est pas terminée, nous sommes ici. Maintenant, cet élément donc, qui s'appelle donc, le deutérium, il va rencontrer à nouveau un proton, et donc ils vont s'associer, et dans cette affaire-là, on va à nouveau émettre du rayonnement gamma. C'est ce qui est indiqué ici avec cette affaire, ce petit truc gamma, photon gamma. Bon, alors maintenant on passe à la partie inférieure. La partie inférieure, c'est la même réaction, simplement quand ces deux éléments donc, qui sont, on appelle ça donc un isotope de l'hélium, vont cette fois-ci se rencontrer. Tout ça est très difficile pour les faire se rencontrer, comme on le verra. Et bien dans cette affaire, sur le plan des noyaux, on va avoir un noyau stable, bien constitué, avec deux protons et deux neutrons, donc deux particules neutres et deux particules chargées. Ça, c'est l'hélium. Et puis, on va avoir au bilan deux protons qui vont s'échapper. Donc on était parti de 6 et on arrive on a laissé échapper 2. Alors, c'est une opération qui n'est pas tout à fait facile, parce que le problème, c'est que tous ces éléments sont chargés, et ils ont la même charge, donc ils auront plutôt tendance à se repousser. Et donc, pour arriver à les mettre ensemble, il faut avoir une grande densité de matière et aussi une température très élevée. Bien. Alors, l'énergie créée ainsi... Alors, d'où vient l'énergie créée? Eh bien, c'est l'énergie qu'on va être disponible sous la forme de ce rayonnement gamma, et on peut la calculer en faisant l'équivalence bien connue de la relation d'Einstein, l'équivalence entre la masse et l'énergie. Dans cette affaire, il y a un bilan négatif de masse de l'ordre de 7 millièmes, et ce petit détail, multiplié évidemment par le nombre de particules, nous donne une libération d'énergie qui, par kilo de combustible, donc leur kilo d'hydrogène, est de 6,3, donc 100 000 milliards de joules. C'est ainsi donc que 610 millions de tonnes d'hydrogène sont brûlées, façon de parler, par seconde dans le Soleil, au total. Et donc, comme on l'a vu, on a donc une émission de neutrinos et de rayonnement gamma. Alors, on reviendra sur l'affaire des neutrinos. On va donc balayer toutes les régions bien connues, qui étaient connues déjà il y a un certain temps. Donc, on avait vu que
La deuxième région s'appelle la zone radiative du Soleil. Alors, au-delà de 175 000 km du centre du Soleil, donc c'est là que s'arrête le cœur nucléaire. Les réactions nucléaires s'arrêtent parce que la température est trop faible. Ce cœur, on pense qu'il a il est sphérique parce que, à cause c'est la structure qui est la plus adaptée au niveau stabilité du système. Donc, on a vu qu'il y a un énorme rayonnement gamma qui en sort, et ce rayonnement gamma, encore une fois, ce rayonnement très très dur, et va être diffusé par les particules chargées du milieu et vont se propager vers l'extérieur, et là où la température donc devient plus faible. Alors la façon dont c'est diffusé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'une fois l'idée de prendre un grain de lumière, le photon, donc, il va rencontrer une particule et disons qu'il va rebondir, et il est susceptible de repartir un peu dans toutes les directions en perdant un tout petit peu d'énergie, mais bon, c'est pas l'objet. Et donc, ce qui fait qu'il a une marche un petit peu chaotique, qui ressemble un petit peu à celle de l'ivrogne, qui, j'espère, n'est plus d'actualité, qui essaierait d'aller dans une certaine direction en s'accrochant d'un lampadaire à un autre, mais en errant un petit peu autour de chaque lampadaire. Donc, au total, ce rayonnement met 170 000 ans pour sortir. Et donc, quand il va arriver à un certain niveau, qui va définir donc la frontière les frontières hautes de la zone radiative, le rayonnement ne va pas plus pouvoir sortir. Pourquoi? Eh bien, parce que les éléments, à cause de la décroissance de température, les éléments chargés vont se charger électriquement, vont se recombiner, vont redevenir neutres, et vous savez que tout élément, une fois devenu neutre, a des capacités extraordinaires pour interagir avec le rayonnement, parce que, à cause de la structure atomique, il y a les électrons qui tournent autour peuvent passer de niveau à l'autre. Enfin, c'est assez c'est très 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 fort. Donc, le rayonnement va être bloqué, absorbé. Alors, d'abord par l'hélium, par l'hélium, puis par l'hydrogène. Et donc, il faut trouver, enfin, se met en route à ce moment-là un processus de transfert d'énergie vers l'extérieur qui s'effectue cette fois-ci par convection. La convection, donc, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir correspond un peu aux bulles de gaz qui montent quand on fait chauffer sa bouilloire. Et qui monte dans la baignoire. Ici, dans la bouilloire, cette fois-ci, donc les bulles de gaz chaud montent, arrivent à la surface, se refroidissent et redescendent froides. Et ça, on en avait déjà une indication il y a fort longtemps, à l'échelle de quelques dizaines d'années, bien sûr, à l'aide de clichés obtenus à la surface du Soleil. C'est ce qu'on appelle la granulation. Donc, qu'est-ce que je vous montre un de ces clichés ici? Les échelles sont, vous voyez des granules, des espèces de graines, ça ressemble un peu à des graines de riz ou des trucs comme ça qui sont blancs. Leur taille réelle sur le Soleil est de l'ordre de 1000 km. Et puis, vous avez entre les deux des régions sombres. Les uns sont blancs, les autres sont sombres parce que les blancs correspondent à des éléments brillants, qui sont chauds, ça correspond à ce qui monte, et puis ça monte, et puis ça redescend un peu en cascade sur les bords, et c'est ce qu'on appelle les intergranules. Voilà. Bon. Et c'est probablement par là que s'immisce le champ magnétique, soit dit en passant. Alors, et c'est donc des structures qui ont une durée de vie très limitée, de l'ordre de 10 minutes et quelques, ou 20 minutes. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment la dynamique de cette affaire. On va lancer ce film. La durée totale du film est de 40 minutes. Et si vous voulez être convaincu de la durée de vie de cette structure, je vous propose
Alors, il y en a beaucoup sur lesquels on peut concentrer son attention. On peut partir par exemple de cette région sombre là, qui n'est pas vraiment une granule, c'est plutôt froid. Essayez de la fixer, elle est dans le coin en haut à gauche. J'ai pas trouvé mieux que ça. Et donc maintenant, ça va partir de l'autre côté. Et vous verrez que c'était noir, ça devient blanc, et puis ça redevient noir, etc. Alors ce cliché a été obtenu, c'est le plus récent, ça a été obtenu à une tour solaire suédoise sur les îles Canaries. Au niveau imagerie, on ne fait pas mieux aujourd'hui. Alors, donc nous sommes cette fois-ci, nous restons dans la zone convective et nous savons donc que la granulation nous apporte effectivement une information de surface qui correspond à peu près à l'image qu'on se fait de la granulation, qu'on se faisait, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur la réalité de la chose. Donc la question qui se posait longtemps, c'était comment mesurer, comment analyser la matière qui était en dessous. Alors il y a un point très important là-dedans, c'est que vous avez vu ces mouvements de matière, il y a beaucoup de turbulences, et donc ces mouvements génèrent des ondes sonores, comme on connaît bien. Et il y a celles qui vont avoir enfin, je ne sais pas si c'est le bonheur, enfin, qui vont sortir du Soleil, elles vont aller chauffer les régions extérieures, on l'avait évoqué la dernière fois. Et puis, il y a celles qui entrent dans la sphère solaire, et ils vont y subir des réfractions, des changements de trajectoire, des réflexions, des retours arrière. Et en faisant cela, dans leur propagation, elles vont accumuler une information très importante, très précieuse pour savoir ce qui se passe en dedans. Et donc cette information, c'est ce qui est à la base, enfin fondamental pour cette technique de sondage, donc qui est voisine, mais un peu différente de celle de la sismologie terrestre, c'est l'héliosismologie. Alors on va essayer de voir comment ça marche, c'est pas forcément facile. Donc on se met alors ça, c'est un grand cercle du Soleil, c'est une coupe donc, et puis on essaye de regarder quel type de propagation peuvent avoir les différentes ondes qui peuvent se propager. Alors on a en rouge par exemple, on a une propagation d'ondes qui reste assez limitée, plutôt en surface. On va décider d'appeler cette distance entre deux points de réflexion, on va l'appeler un pas. Ce n'est pas la dénomination des astronomes, mais on va appeler donc les pas. Alors pourquoi il y a il y a réflexion à la surface, et ici il y a une sorte de réfraction qui est due au fait qu'il y a une variation importante de température comme on l'a vu, entre l'extérieur et l'intérieur. Et puis on a d'autres trajets du genre le jaune, il pénètre un peu plus, et puis c'est le vert, oui, qui pénètre un peu plus, et puis le bleu qui va pratiquement sonder l'intérieur, le cœur du Soleil. Alors si ces ondes et c'est ce qui arrive, pour certains trajets en particulier, vont se combiner de façon constructive, et donc avec les ondes à petits pas, donc vous concevez une information importante en surface, et puis pour les ondes à grands pas, celles-ci, les bleus par exemple, on va avoir une information pratiquement le long d'un diamètre, et donc y compris un tout petit peu d'informations sur ce qui se passe au centre, mais c'est très difficile. Alors là, j'ai essayé de vous trouver une analogie. Il y a des tas d'analogies possibles. Celle-là, elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne prétends pas. C'est celle qui concerne donc ce trajet des ondes sonores. Ici, je vous montre un exemple solide, liquide, si on met quelque chose dans les verres. Vous connaissez la technique donc de façon de faire de la musique avec la main ou le doigt mouillé, qu'on déplace sur le bord d'un verre, qu'on excite donc, et voilà le résultat de ces excitations, à droite cette fois-ci, selon le type de verre, la façon dont il est rempli, etc. Le type d'excitation qu'on obtient, ça c'est une vraie mesure physique obtenue avec des techniques d'hologramme interférométrique, avec donc des séries alternées
de régions qui ne vibrent pas, c'est le blanc, et puis de régions qui vibrent fort, comme c'est le vert ou le bleu. Alors, c'est une analogie, il ne faut pas la pousser trop loin. Je vous rappelle quand même que le Soleil est une sphère gazeuse. Alors, il y a des tas d'autres analogies. On peut penser à l'analogie de techniques d'échographie, par exemple. On peut aussi penser à l'analogie de la peau d'un tambour. Alors, le point là-dedans sur lequel il faut bien se mettre d'accord, c'est le fait que je vous ai montré quelques trajets, à la fois à la surface et à l'intérieur, c'est qu'il y a un très grand nombre de façons, de modes de vibration, de façons de vibrer pour le Soleil, tant en termes de pas dont je parlais, qu'en termes de fréquence, de période. Alors ici, c'est une représentation de ce que, alors évidemment, c'est simulé, de ce que, une composition mathématique, de l'un de ces modes, dans lequel vous voyez qu'il y a alors supposons par exemple que on représente les déplacements de la surface, les déplacements locaux, qu'on pourra aussi mesurer à l'aide de techniques de mesure de vitesse. Mesurer une vitesse peut être l'équivalent de mesure de déplacement. On va supposer que c'est des déplacements. Donc, si en bleu, on a les déplacements non pas vers l'observateur, mais vers l'extérieur de la surface, c'est une déformation. Et puis en rouge, la déformation de la surface vers l'intérieur, vous voyez qu'il y a toute une série de ce qu'on pourrait appeler de nœuds et de ventres. Et qu'on retrouve donc à la surface, et puis qu'on retrouve aussi quand on va de la surface vers l'intérieur. Alors ça, c'est un exemple donc il y en a d'autres, on va en prendre un autre. Je l'ai lancé, j'aurais pas dû, mais ça c'est alors je vous ai dit qu'il y a une grande variété. Il y a par exemple celui-ci qui est une façon de vibrer qui est plutôt globale. Alors, la première phase, elle n'est pas représentée ici. Je vais essayer de. Non, excusez-moi. Je vais essayer de la. Il y a une première. Décidément. Et une phase précédente plutôt. Et puis précédent. Il y a deux façons la première phase basique de vibrer, c'est la façon ballon de football. Il se gonfle et puis il se dégonfle un petit peu, enfin, très très peu. Donc ça, c'est une sorte le mode le plus global qu'on puisse imaginer. Puis alors ça pourrait être appelé le mode poire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la partie haute, enfin l'hémisphère haut du Soleil va se gonfler, puis à un autre moment, il va se dégonfler, c'est l'autre qui est gonflé. Donc on la prend un peu en route, mais j'attire votre attention sur l'échelle de temps ici, qui est exprimée en minutes et en secondes. On va essayer de... Voilà, on n'est pas loin du but, là. Voilà, donc on part à 0. Ici, par exemple, ça se gonfle, et puis en bas, ça se dégonfle. Et puis, donc, on en est à 2 minutes et quelques. C'était l'inverse. Et puis, on va revenir à l'état final avec la situation antérieure, donc au bout d'une période qui est de l'ordre de 300 secondes. Autrement dit, 5 minutes. Donc. Alors, ça, c'est un mode global. Alors, au contraire, il y a des modes... voilà, j'ai besoin que de la flèche. Alors, il y a des modes... il y a des modes, au contraire, où le pas est très petit, et c'est la même histoire. Concentrez-vous sur l'une de ces régions... je ne sais pas, on va essayer de mettre la flèche là, on va essayer de partir à 0. Donc, attendez, on n'est pas loin de 5 minutes. Voilà, on est parti. Donc ça, c'est rouge. Oh, décidément, cette flèche, c'est toujours un problème. Bon, là, c'est bleu. Bon, voilà, ça commence rien ne se passe, et puis ça redevient rouge. Et donc, au bout d'une période, on retrouve une variation identique à la précédente. Donc l'idée d'une périodicité dans ces vibrations. Alors là, je vous ai donné ça c'est un peu général, c'est simulé. Ce qu'on peut observer en déplacement de la surface, ça sera la même chose au niveau de l'état de la capacité de brillance de cette surface liée aux variations
de température et de densité du milieu. Alors voilà donc le problème, c'est que ça, pour le moment, c'est très joli, mais rien ne nous explique pas comment on va observer tout ça. Alors, je vais me limiter donc à la capacité de mesure de ces déplacements de matière. L'une de ces techniques, c'est de mesurer ces vitesses. Pour comment mesurer ces vitesses, eh bien, on va utiliser ici ce qu'on appelle un dopplergramme. Alors, j'ai employé à dessein le mot dopplergramme, qui est un mot en fait américain, parce que c'est une technique qui repose sur l'effet Doppler. En fait, il faudrait dire l'effet Doppler-Fizeau, qui est bien connu de nous tous, c'est-à-dire par exemple quand on sait bien qu'à l'approche d'un train, le son devient plus aigu, et quand le train va s'éloigner, le son va devenir moins aigu, plus grave. Et donc dans le cas où on s'approche, la fréquence s'accroît. Dans le cas où le train s'éloigne, la fréquence diminue. Et cet effet qui est Doppler pour ce qui concerne la propagation des ondes sonores, il existe aussi pour la propagation des ondes lumineuses, c'est-à-dire que quand l'objet s'éloigne, eh bien, la fréquence diminue, la longueur d'onde augmente, et donc on se décale vers le rouge, dans la direction des grandes longueurs d'onde. Et puis, en inverse, quand l'objet se rapproche, on va se décaler vers le bleu. Donc, c'est cet effet-là qui va, dans la mesure où nous, on est capable de mesurer le rayonnement du Soleil, et de regarder si une raie, on avait vu la dernière fois ce que c'était une raie, c'est-à-dire une émission lumineuse très étroite liée à un élément. Donc cette raie va être décalée, comme on dit, vers le rouge ou vers le bleu, et à partir de ce décalage, on mesure des vitesses. Alors voilà une carte des champs de vitesse tels qu'on peut les mesurer. Ça a été mesuré à bord de Sceaux. Les échelles, c'est du blanc. Le blanc, c'est du côté de... Alors, je vais retrouver ma flèche. Donc le blanc, la vitesse maximale est de l'ordre de 2 km par seconde. Et de l'autre côté, dans l'autre sens, dans l'autre signe, la vitesse maximale est de l'ordre également de 2 et quelques kilomètres par seconde. Alors là, j'ai envie de vous demander ce que vous en pensez de cette carte, quelle information elle est susceptible de nous apporter sur le Soleil. Si quelqu'un a une idée, le fait qu'il y ait des vitesses, une certaine couleur à gauche et une couleur opposée à droite, donc qui correspondent à des vitesses de signes opposés, c'est l'évidence de la rotation du Soleil. Voilà. C'est-à-dire que la vitesse à la surface, la vitesse de rotation du Soleil est de l'ordre de 2 km par seconde à la surface. Le Soleil tourne autour de cet axe-là. Et donc la matière ici, on la voit s'éloigner, et la matière ici, on la voit se rapprocher. Alors, ça, on n'était pas parti pour mesurer la rotation du Soleil. Alors ce qu'on fait, c'est que justement on corrige, on soustrait la rotation du Soleil avec certaines lois, et on obtient une de ces cartes. Alors ne croyez pas que c'est pas du bruit, là, c'est pas des trucs, c'est pas des gouttes d'eau qui tomberaient aléatoirement sur le pavé, et trucs comme ça. C'est pas du tout. C'est à chacune de ces points est associée une vitesse. Et donc du côté du marron sombre, là, on a des vitesses négatives, donc des vitesses d'éloignement de la matière, par exemple, par rapport à l'observateur. Et puis du côté du blanc, on a des vitesses positives, c'est-à-dire que la surface du Soleil se dirige vers nous. Et cette fois-ci, on a changé d'échelle. On est passé l'échelle globale, ici c'est 0, ici c'est moins 500 mètres par seconde, et ici c'est 500 mètres par seconde. Donc,
si vous faites un petit calcul grossier en tenant compte de la période de cette variation, vous trouverez que les déplacements de la surface sont très petits. Alors je vous parle de période, ça veut dire que on a trouvé, donc c'était dans les années 70, que en chaque point, il y avait exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où la surface venait vers nous et des moments où la surface s'éloignait de nous. Et on va faire partir le film. Alors, décidément, ça marche, mais à condition. Alors, doucement. Non, j'ai eu un problème avec celui-là, je m'en excuse. Ah, ben c'est la moyenne, oui, je suis bête. Et non, je dois avoir un film qui va avec. Bon, j'espère que vous en serez convaincus que ça. On va peut-être taper moins fort. Non, bon. Ça varie, et ça varie de façon régulière, périodique, à l'aide avec une période de l'ordre de 300 secondes. Donc une fréquence de l'ordre de 3 millièmes de Hertz. Alors, vous voyez que les vitesses ne sont pas énormes, et puis et on cherche à mesurer des vitesses encore beaucoup plus faibles encore. Et la précision de cette technique va dépendre de la durée, surtout de la continuité de la mesure. L'idée d'avoir toute interruption de cette mesure va ficher par terre toute l'information qu'on pourra avoir sur ces modes de vibration. Alors il y a eu des tentatives pour essayer d'assurer cette continuité. Il faut essayer de dépasser le fait qu'on est sur Terre, la Terre tourne et qu'on a des nuits. Et donc, il y a ce que j'appelais la solution niçoise. Ce sont des collègues de Nice qui sont allés passer, il y a maintenant un certain temps, une vingtaine d'années, un été au pôle Sud, un moment où le soleil ne se couche pas. Et donc, ils ont fait des mesures pendant 10 jours de façon absolument continue. Ils sont revenus avec des résultats extraordinaires. Et une autre solution, c'est de dire, plutôt que d'observer en un seul lieu de la Terre, je vais répartir mon réseau de stations tout autour de la Terre en longitude, de telle sorte que si je considère mes stations, l'ensemble de mes stations d'observation, de mes télescopes d'observation, eh bien, sur mon ensemble, sur mon réseau, le soleil ne se couche jamais. Donc, on va avoir une continuité. Donc, ça, c'était les solutions adoptées par nos collègues, encore une fois, nos collègues niçois et américains. Et puis, il y a une autre façon de procéder, c'est d'aller se placer entre la Terre et le soleil. Donc, il n'y a plus de problème de rotation de la Terre, il n'y a plus d'obstacles. Et en un point, ou autour d'un point, dit un point de Lagrange, c'est-à-dire là où les attractions solaires et terrestres s'équilibrent. Et c'est dans cette région qu'est allé se positionner, le satellite SOHO, donc Observatoire Héliographique Solaire, au début de l'année 96, donc il y a maintenant près de 8 ans. Un satellite donc de l'Agence spatiale européenne et de la NASA. Et donc, c'est avec ces 800 kg d'instruments à bord que SOHO ausculte donc depuis cette date-là, avec quelques problèmes d'interruption, mais c'est une histoire assez rigolote. Mais donc, SOHO ausculte de façon quasi continue. C'est pour ça que j'ai mis quasi continue notre astre solaire. Alors, regardez à gauche, c'est les instruments, c'est en cours de montage. C'était à Toulouse. Et ici, ça vous donne une idée de la taille. Tous les instruments ne font pas de la sismologie. Certains ont permis d'obtenir ces belles images que je vous ai montrées, que je vous montrerai encore la prochaine fois. Alors ici, voilà, on prend le film à son départ. Ici, c'est la Terre et la Lune qui tournent autour. Et puis, c'est SOHO ici, qui est en fait sur une sorte de orbite autour d'un point qui n'est pas réel. Donc, on appelle ça une orbite de halo. Évidemment, SOHO, quand tout marche bien, est toujours pointé vers le Soleil. Et puis, il est gêné par rien du tout, ni par la Terre, ni d'ailleurs par la Lune. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, ça a donné des résultats, c'est vraiment excitant. Ce sont des mesures, c'est un vrai voyage à l'intérieur du Soleil, en ce sens que, grâce à cette technique, on explore le Soleil. Alors, je vous donne ce résultat qui est
sur le format que maintenant vous est familier, ici ce qu'on va représenter, c'est pas la vitesse du son à l'intérieur du Soleil, c'est le carré de cette vitesse du son. Et puis, en fonction de la distance entre le centre, qui est ici à 0, et puis le bord, la surface, qui est ici indiquée en gris. Alors, ce qu'on a tracé ici, c'est en courbe, en trait-plein, c'est ce qu'on a obtenu grâce à la mesure. Et puis, je pense, c'est le trait plus ou moins pointillé ici, c'était ce que les modèles prédisaient au moment où on n'avait pas à notre disposition ces mesures. Vous voyez que les modèles n'étaient pas mauvais, mais en même temps, il y a des désaccords qu'il faut essayer de comprendre, évidemment, à partir du moment où on commence à se rapprocher de cette zone vraiment très incertaine que constitue le cœur solaire. Donc, une première là-dedans. En même temps, là, on a fait un zoom sur cette région. Là, le zoom est ici. On est ici à gauche. Là, c'est le sommet de la zone radiative dont je vous parlais. Puis à droite, ici, c'est le bas de la zone convective. Et vous voyez qu'il y a une espèce de petit accident qui est assez intéressant, et qu'on va tout de suite commenter. Mais pour vous montrer à quel point l'accord entre les modèles, alors maintenant je vais parler de modèles plus récents justement, plus modernes, mais bon, à quel point l'accord entre les modèles et ces mesures est quand même excellent. Je vous montre ici, toujours dans ce genre d'échelle, où ici on est au centre et ici on est à la surface. Ce qui a été tracé ici, c'est l'écart relatif du carré de la vitesse du son mesurée et la vitesse du son du modèle. Alors je dis la vitesse du son mesurée, elle n'est pas mesurée directement. Encore une fois, il faut procéder à une sorte d'inversion de l'information, c'est-à-dire qu'on a une information sur ce qui se passe tout le long du trajet des trajets des différentes ondes. Certaines pénètrent plus, certaines pénètrent moins, et vous devinez que si on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur, par exemple, on va faire une sorte de soustraction, entre guillemets, entre l'information qu'on aura accumulée tout au long d'un diamètre, par exemple, et puis la soustraction l'information qu'on aura acquise à la surface. Alors, c'est très très complexe, très difficile. Alors, les échelles ici, ici c'est 0,04, ça signifie qu'il y a effectivement des désaccords, mais que ces désaccords ne dépassent pas 4 millièmes sur le carré de la vitesse du son, donc 2 millièmes sur la vitesse du son elle-même. Et vous voyez qu'il y a un désaccord dans cette région qu'on avait déjà un peu pointée, qui est le bas de la zone convective, et puis le haut de la zone radiative. Et ce désaccord, il est assez important. Alors, il y a des collègues actuellement, notamment Saclay, qui travaillent pour essayer de réduire ce désaccord, non pas en changeant les mesures, mais bien sûr en essayant d'améliorer les modèles, ici en permettant à de la matière de passer d'une région à l'autre, de diffuser, et puis ici en changeant certains paramètres atomiques, en permettant à la matière d'absorber un peu plus le rayonnement ou un peu moins, etc. En changeant les opacités. Nous avions évoqué ce que c'était que l'opacité la dernière fois. Alors ce graphe ici, il est représenté ici de façon un peu plus visuelle dans cette sorte d'éclaté là. Ici c'est le centre, ici c'est la surface. En jaune, c'est là où l'accord entre les modèles et les mesures est bon, à peu près. Puis vous voyez cette région, il y a une rupture dans cette région-là qui correspond à ce que je disais tout à l'heure, à la frontière entre les deux régions, un désaccord assez fort, mais on a vu donc de l'ordre de 4 millièmes sur le carré de la vitesse en valeur relative. Et puis au contraire, un désaccord qui va dans l'autre sens dans la région bleue. Et puis, il faut le dire, quand même pas mal d'incertitudes sur ce qui se passe au niveau du cœur. Donc ça, c'est assez extraordinaire de pouvoir déduire cette information sur le
pratiquement une grande partie de l'intérieur solaire. Et vous savez que quand vous connaissez la vitesse du son, vous pouvez en déduire notamment la température ou la composition du milieu. Alors là, c'est là que ça devient encore plus intéressant, c'est que finalement, cet accord, grosso modo, cet accord entre le modèle et les observations sismiques, c'est un résultat, c'est un accord qui est très embêtant. Parce qu'il était, disons, très, très embêtant, très contraignant pour la physique des neutrinos, la physique des particules et la physique des neutrinos en particulier. Et nous allons voir pourquoi. Alors, avant de décrire ce que c'est que les neutrinos, on va le voir tout de suite, ce que sont les neutrinos. Donc, des neutrinos, donc des particules vraiment assez curieuses propriétés, qui associées à une certaine masse, mais en même temps électriquement neutres, et dont la masse est vraiment infinitésimale, et on la connaît toujours pas très bien. Et on est en train les physiciens sont en train d'améliorer cette connaissance. Donc, c'est une particule on n'a pas commencé par la découvrir, on l'a prédite, c'est fait par ces gens-là éminents, évidemment, Pauli en 1931, et c'est Fermi qui lui a donné son nom. Elle a été détectée, vous voyez, en 1956, c'est finalement pas si vieux que ça, en tout cas pour les gens de mon âge. Et donc la question qui est posée, qui est restée longtemps posée, c'était, on se doute qu'il a une certaine masse, mais de quel ordre de grandeur? Alors on l'a vu tout à l'heure, ces particules sont produites par les réactions nucléaires dans le Soleil. Elles ont la propriété de pouvoir traverser, ce sont des passe-murailles, si vous voulez, qui finalement peuvent traverser l'énorme masse du Soleil sans encombre, puisque finalement il y en a à peu près une sur 1 million qui est arrêtée en cours de route. Et le fait qu'elle traverse, c'est intéressant parce que ça nous apporte des informations quasi en temps direct, enfin en temps réel, sur le cœur, enfin, pas tout à fait, il faut le temps de traverser, mais sur les conditions dans le cœur même du Soleil. Donc, ce sont des passe-murailles, alors elles apportent de l'information, c'est bien, mais en même temps, elles sont difficiles à arrêter, donc à détecter. Difficile, mais pas impossible. Alors, il y a des gens qui ont penser à la possibilité de faire des mesures de ces particules donc, qui sortent du cœur nucléaire du Soleil. Je pense que ça avait été évoqué il y a assez longtemps, je crois, par un physicien appelé Pontecorvo, je pense. C'est lui qui l'avait suggéré. Mais en tout cas, donc, c'est un Américain, Davis, qui a tenté avec beaucoup d'audace les premières mesures dès 1968. Et alors, c'est une opération très lourde. Il est descendu dans une mine. Il a mis un énorme dispositif avec 300 000 litres de cet élément, là, le perchloréthylène. Et il a essayé d'arrêter les neutrinos. Donc, ça prenait un certain temps. Et puis, pour essayer de voir l'effet qu'avaient pu avoir les neutrinos sur la matière, il fallait en vider la cuve. Enfin, c'était une histoire extraordinaire. Mais il est arrivé à en mesurer. Et il est arrivé à la conclusion qu'il en mesurait moins, et à l'époque, il y en avait même 3 fois moins par rapport à ce que prédisaient les modèles du Soleil. Donc ça, c'était un peu embêtant. Et c'est très embêtant maintenant qu'on sait que le modèle du Soleil, il n'est pas mauvais, puisque les mesures sismiques ou sismologiques donnent un très bon accord. Donc c'est... beaucoup plus tard, donc c'est Koshiba qui est sur une installation dont le nom importe peu, qui a confirmé cette mesure, et je donne ces deux noms tout simplement pour vous rappeler que ces deux physiciens, l'un américain et l'autre japonais, ont eu le prix Nobel en 2002 pour ces travaux. Donc la question qui se posait il n'y a pas si longtemps que ça, c'était donc le modèle solaire est-il en défaut? Pas trop, parce que la sismologie, qui est une sorte de mesure indirecte, mais quand même une mesure assez solide, le trouve, lui, excellent. Ou alors y a-t-il un problème du côté des neutrinos? Alors il est temps d'y venir. Donc, en fait, les neutrinos, là aussi, je crois que c'était suggéré par Pontecorvo, l'idée c'est que si les neutrinos sont massifs, alors ils peuvent exister sous 3 formes, électrons, muons, taux, enfin
3 formes, on va les appeler E-muto. Hein. S'ils ont la possibilité de passer facilement d'une forme à l'autre, à ce moment-là, chaque fois qu'on fait une mesure pour détecter une de ces espèces, par exemple les E, c'était le cas d'une expérience mise en œuvre notamment par des Français, l'expérience de Galex, avec un dispositif assez lourd aussi. On utilisait les propriétés du gallium. À ce moment-là, si on mesure qu'une espèce, on en manque, hein, on en loupe, dirais-je. Alors c'est assez récemment, il y a 2-3 ans, que cette hypothèse selon laquelle on pouvait louper certains de ces neutrinos a été validée, justifiée par des mesures faites au Sudbury, un observatoire sous-sol au Canada, qui a donc mesuré, cette fois-ci, lui a été capable de mesurer les neutrinos de toutes ces espèces, donc les 3 en question, et lui, il a trouvé la valeur prédite par le modèle sismique. Vous trouverez dans l'ouvrage ou dans l'exposition des photos de ces dispositifs, donc Galex, SNO, etc. C'est assez impressionnant. Donc s'il y a ces oscillations entre espèces, à ce moment-là, on remonte un petit peu au niveau de la physique et on se dit, mais alors, ça veut dire que le neutrino a une masse. Alors, peut-on le vérifier? Eh bien oui, cette hypothèse a été vérifiée par des gens de physique donc des particules. L'idée étant de se mettre à proximité d'un réacteur nucléaire, ça a été fait au Japon. Et tant qu'on était resté très près, on ne laissait pas au neutrino le temps de changer de parfum, si j'ose dire. Et par contre, en se mettant assez loin, à 180 km du réacteur, eh bien, on lui a laissé cette possibilité et on a vérifié donc que oui, ces gens-là ont fait des mesures pendant 150 jours, un truc comme ça. Donc je sais, 150 jours, ça fait combien? Ça fait 5 mois, un truc comme ça. Donc ils sont arrivés à détecter une cinquantaine de... Alors c'était pas des neutrinos, c'est les antineutrinos, mais ça importe peu, ils ont la même masse. Une cinquantaine, et alors qu'on pensait qu'il en sortait 80 et quelques du réacteur. Donc c'est un exemple de travail conjoint entre les astronomes, les astrophysiciens, les physiciens solaires en l'occurrence, et puis les physiciens des particules. Alors revenons un peu au Soleil. Là maintenant on a vu les propriétés basiques de cette atmosphère. Maintenant on regarde les propriétés de rotation. Et si vous pouvez lancer le film, simplement vous rappelez que jusqu'à l'avènement de la sismologie, on ne pouvait regarder la rotation du Soleil qu'en surface. Et ce qu'on observait, c'était la rotation, et puis la rotation différentielle. Ici, c'est un film qui a été obtenu, alors ça va assez vite, a été obtenu à bord de SOHO, et qui porte sur 7 ans d'observation de SOHO, et donc avec des observations assez régulières. Si vous regardez la pendule là-bas, ça va assez vite, hein, mais regardez plutôt les jours. Là, nous sommes en janvier 97, et nous sommes en période de minimum. Il y a très très peu de tâches. Là, je ne peux pas la montrer sur mon écran, mais vous avez un groupe de tâches ici. Je reviens vite vers le micro. Et donc, on ne va pas faire tourner tous les 7 ans d'observation, mais au bout de quelques mois, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de tâches, et puis on s'aperçoit que ces tâches dérivent vers une position centrale, vers l'équateur. Donc on a une évidence, disons, aussi de la rotation différentielle et d'une certaine cyclicité dans le Soleil. On va l'arrêter. Donc c'était simplement pour vous convaincre du fait que tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on pouvait faire, c'est nous apporter une information sur la surface. Alors ce qu'on voudrait, c'est, s'il vous plaît, vous l'arrêtez. Alors maintenant, comment
peut-on avoir une information sur la rotation du Soleil à l'intérieur, hein, on n'est plus en surface? Eh bien, la réponse est oui. On pourra peut-être revenir sur les questions sur la technique utilisée. Simplement, voilà le résultat. C'est-à-dire qu'on a, dans cet éclaté, on a mis en rouge, on a représenté en rouge les régions qui tournaient plus vite, en bleu, donc les régions qui tournaient moins vite. Ne regardez pas la surface, c'est un peu plus, mais regardez simplement l'éclaté. Et donc et en jaune, c'est la région où tout le monde tourne à la même vitesse, pratiquement. Et la frontière ici, mais très brutale, entre la région où il y a une rotation différentielle, c'est-à-dire ici, les pôles tournent lentement, ici, l'équateur tourne plus vite, ici, l'autre pôle tourne plus lentement, eh bien, il y a une région assez brutale pour laquelle, tout d'un coup, tout le monde tourne à la même vitesse. Donc, si vous étiez couché sur la surface, vous regardez vers le... Si on regardait vers le haut, vous voyez ces mouvements relatifs, et puis vers le bas, tout le monde s'en va ensemble. Donc cette région, là, cette surface, je vais essayer de la retrouver. Voilà, c'est quelque chose, on l'appelait la tachocline, c'est quelque chose qui était prédit par des physiciens solaires français, américains. Et on a même trouvé que il y avait une certaine périodicité dans la rotation de cette couche limite là, hein, elle est ici, qui était de l'ordre de 1,3 ans, et on pense on verra. Non, je ne vous dirai pas on verra tout à l'heure ce qu'on peut en déduire sur le fait qu'il y a cette périodicité. Mais vous avez en mémoire le fait qu'il y a des cycles d'activité solaire. Alors évidemment, le cœur, pour le moment, on n'a pas d'informations. Hein. On en est encore loin. Alors, toujours dans cette zone convective, alors le dessin est un petit peu difficile. On essaye de comprendre cette fois-ci les mouvements de matière près de la surface, mais en dessous de la surface. Donc ici, dans ce carré-là, ça c'est la surface. Ici, nous sommes à 7000 km en dessous. Et alors, les échelles horizontales, c'est 50 000, 100 000, 150 000. Donc là, il y a une déformation, hein, de la région. Hein. Si ça fait 7 000 km, et ici, ça fait 200 000 km, vous voyez que il y a une différence d'échelle entre la région verticale Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a pu, justement, à l'aide des mesures de variation de vitesse du son, mettre en évidence les régions bleues, par exemple, où la température est légèrement plus basse que la température du voisinage, et puis des régions rouges, où elle est plus élevée. Et puis, on a pu aussi détecter les mouvements de matière. C'est représenté par ces petites flèches, j'espère que vous les voyez. Donc, vous voyez qu'en général, dans le bleu, dans les régions bleues, plus froides, il y a des mouvements descendants. Et dans les régions rouges, avec un peu les yeux de la foi, on voit des mouvements ascendants. Et ça, c'est formidable parce d'une certaine façon, on valide le concept même de convection, c'est-à-dire on a la matière chaude qui monte et la matière froide qui descend, mais cette fois-ci, on mesure ces mouvements de matière, ces vitesses. Vous voyez qu'une flèche, une longueur de flèche de cet ordre-là correspond à une vitesse de l'ordre d'1 km par seconde. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a non seulement des mouvements de granulation à petite échelle, mais des mouvements de granulation, de convection à des échelles assez importantes. Vous voyez la période entre les deux régions bleues, par exemple, qui est de l'ordre de 30 000 ou 40 000 km, ce n'est pas toujours périodique. Hein. Et donc, si vous tenez compte des rapports d'échelle de cette figure, qui est très biaisée, mais c'est pour pouvoir le visualiser, vous constatez que ces mouvements de matière se font au fond dans des sortes de crêpes à la surface, pas très loin de la surface de la zone convective. Puisque la profondeur sur laquelle se font ces mouvements est de l'ordre de 7000 et quelques, alors que l'extension horizontale est beaucoup plus importante. Bien, ça aussi, ce n'était pas faisable avant l'avènement de la sismologie.
et maintenant aussi, entre autres résultats, on a trouvé ici, cette fois-ci, des mouvements de matière de grande ampleur, de grande dimension. Alors, ne regardez s'il vous plaît que l'éclaté. Est-ce que vous voyez ici, ce sont des mouvements de matière qui, assez près de la surface, sont des mouvements de matière qui montent, de la matière qui monte de l'équateur vers les pôles. Et puis, alors ça, c'est un peu, ils ont un peu trafiqué leur dessin, des mouvements de matière de retour. En dessous et très proche du bas de la zone convective et très proche de cette couche qu'on avait appelée tachocline. Donc là, ils ont un peu extrapolé, quoi. Alors, c'est des régions ces mouvements de matière de grande ampleur sont très importants parce que ils sont très lents et ils vont permettre notamment ces mouvements ascendants des équateurs au pôle, ils vont permettre périodiquement, on pense, tous les 11 ans, donc de changer, ils vont transporter avec eux, je vais essayer de transporter avec eux du champ magnétique vers le haut et qui va permettre de basculer un petit peu dans le système de dynamo du Soleil. Alors j'emploie le mot dynamo, on n'a pas de preuve de la façon dont ça marche, exact, mais on pense que donc, le principe de la dynamo, c'est qu'à partir d'un champ magnétique, d'un courant, on fabrique un champ magnétique, et puis l'interaction de ce électromagnétique entre les deux va créer des forces, perturber les courants et augmenter, amplifier notamment les champs magnétiques. Alors on n'est pas encore... les gens ne sont pas encore allés très loin dans cette voie, mais il y a l'idée récente que c'est justement au voisinage de cette tachocline, tenant compte de ces mouvements de matière qui se font dans des plans verticaux, si j'ose dire, méridiens, que c'est là que se fabriquerait la dynamo solaire. Il y a d'autres théories qui sont un peu moins en vogue, l'idée de fabriquer la dynamo plutôt en surface ou des choses comme ça. Donc l'idée que c'est par là qu'on fabrique le champ magnétique et bon, c'est encore à valider, bien sûr. On est encore loin de choses définitives, loin de là. Alors précisément, la semaine dernière, on était parti on avait conclu sur le fait que le Soleil était une étoile magnétique, et là on va essayer de comprendre ce qui se passe en dessous de ces régions magnétiques qu'on avait vues, en particulier les tâches. Alors comment peut-on le faire? On peut le faire à partir d'une technique qui s'appelle la sismologie locale, c'est-à-dire l'idée d'essayer de comprendre comment ces fameuses ondes sonores qui se propagent en dessous de la surface, quand elles vont rencontrer des régions de fort champ magnétique, comment ces régions comment ces ondes vont être perturbées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ces ondes rencontrent du champ magnétique très fort, on pourrait dire que ça ressemble un petit peu à la façon dont le son est transformé quand il y a par exemple une sorte d'accident dans un tuyau d'orgue, etc. On sait que dans ce cas-là, on va augmenter la fréquence de résonance. Et donc, à partir de ces changements très subtils, on peut essayer de déduire des informations sur ces couches magnétiques renversées. Couche magnétique en dessous de la surface. Donc on va partir de cette image ici qui représente donc une tache solaire. Là c'est la concentration très très forte de champ magnétique, et puis ici c'est l'ombre, autour il y a la pénombre, et puis ici il y a des petites pores, des petites concentrations de champ magnétique également, et puis tout autour il y a la granulation. Bon. Et si le film marche bien, on va voir
les oscillations de cette structure calme. Et donc, on va se demander comment à ces oscillations sont associées des ondes qui se propagent, qui vont notamment se propager à l'intérieur. Je vous ai dit qu'il y en avait aussi qui sortaient, qui vont aller chauffer. Donc, en dessous du plan de notre écran, c'est l'intérieur, et puis en dessus, c'est nous. C'est l'atmosphère solaire extérieure. Et donc, si par exemple, on regarde la façon dont, si on arrive à corréler des ondes qui partiraient d'ici, qui arriveraient ici, qui vont passer par-dessous la tâche, on va pouvoir avoir une information sur le dessous de cette tâche, les dessous de cette tâche. Alors on va y aller. J'espère que ça marche. Oui, ça va. Alors vous voyez, ça fluctue, hein. Ça c'est je ne me souviens plus quelle est la fréquence du film, mais ça aussi. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on mesure. Oh, j'espère que, en principe, on va au-delà de ça. Voilà, on s'arrête. Hein. Donc, on fait, par exemple, 1-2 périodes. Hein. On observe pendant 10 minutes. Et cette fois-ci, on regarde l'information qu'on peut déduire. Cette fois, vous voyez donc ici, ça représente de l'ordre de 25 000 km dans le Soleil. Ici, c'est même 7000 km dans le Soleil. On va le relancer parce qu'il faut prendre son temps pour l'observer. Hein. Je vous dis tout de suite donc que les régions bleues, ce sont les régions où la vitesse du son a diminué, où la température est plus basse. Et les régions rouges, c'est les régions où la vitesse du son a augmenté. Donc, vous voyez que là, on est dans une coupe. Hein, ici, ça, c'est la surface, c'est la tâche qui est vue de façon un petit peu rasante. Et là, on est vraiment en dessous. Et ce qu'on peut trouver comme résultat absolument extraordinaire, c'est qu'on confirme bien qu'en dessous de la tâche, dans la région inférieure immédiate, c'est plus froid, c'est connu. La température d'une tâche à la surface, on sait qu'elle est inférieure d'environ 2000 degrés de celle des régions voisines. Ici, c'est plus chaud, ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Et puis, grâce à toujours cette technique de sismologie locale, on peut en déduire les mouvements de matière qui ont aussi cet aspect qui est pour moi un peu, je vous avoue, très, très difficile, pas forcément facile à comprendre, c'est-à-dire de la matière qui descend immédiatement en dessous et de la matière qui monte bien en dessous et puis qui va rejoindre qui va s'étendre horizontalement. Bon, on l'a vu une fois, je pense qu'on a suffisamment de... OK. Alors précisément, je vous avais vu qu'on avait 3 plans finalement d'études. Donc ça, c'est une autre façon de montrer les mouvements de matière dont je vous parlais. Ça, c'est dans la région à la surface quasiment. En gros, sans regarder les détails, ce qui est rouge descend et ce qui est bleu monte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est encore un peu plus bas et on commence à avoir des mouvements ascendants. Et puis, encore un peu plus bas, on a des mouvements ascendants. Donc, vous voyez qu'on arrive à sonder le dessous d'une tâche jusqu'à de l'ordre de 10 000 km de profondeur. Une autre information qui est assez spectaculaire, mais qui est un petit peu quelquefois contestée, c'est l'idée qu'on peut obtenir une information sur les perturbations qui peuvent arriver au Soleil. Là, les tâches, c'est quand même assez systématique, pas permanent, mais ça dure un certain temps. Là, c'est cette fois-ci l'idée d'avoir une information un petit peu instantanée. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est dans ce champ ici, c'est ce qu'on a pu déduire, donc un champ qui fait de l'ordre de, là c'est 200 000 km, ici c'est encore 200 000 km, mais on est en dessous de la surface du Soleil, en dessous, quelques milliers de kilomètres. Et puis il se trouve qu'il y a eu une éruption solaire au-dessus, dans la surface externe,
on a superposé ça ici. Et puis, on a essayé de voir si cette éruption avait un effet dans l'intérieur. L'éruption, au cours de l'éruption, il y a des particules qui sont accélérées. Il y en a qui partent vers l'extérieur. Il y en a aussi qui se précipitent vers l'intérieur. C'est un petit peu l'équivalent vont créer une sorte de séisme à l'intérieur. Et donc, là, cette technique est bien adaptée pour voir l'effet de ce séisme. Vous allez voir l'effet. Voilà, vous avez vu donc la propagation d'ondes résultant circulaires résultant de cette perturbation qui, encore une fois, a atteint des couches de quelques milliers de kilomètres de profondeur et qui ressemble un petit peu à l'effet que peut avoir la chute d'une goutte d'eau sur une surface qui était au départ qui était calme. Alors, oui, alors on va passer à la suivante. Alors on fait encore mieux, toujours mieux. Cette fois-ci, c'est l'idée que dans la mesure où ces ondes se baladent tout autour du Soleil, pourquoi pas essayer de ne pas les utiliser pour savoir ce qui se passe de l'autre côté du Soleil, sur la face cachée du Soleil. Et donc, pour faire court, je dirais que grâce à des techniques qui confirment donc cette information sismique et puis des techniques d'holographie, on peut voir sur la face cachée du Soleil. Donc, en haut à gauche, on a une image du Soleil qui montre des taches le 16 mars. On montre des taches le 12 avril, c'est-à-dire une rotation solaire plus tard. Donc ça a changé, hein, évidemment. Il y a des taches qui sont apparues. Il y en a ce groupe ici, il a disparu. Par contre, il y en a d'autres qui sont apparus. Et grâce à cette technique, ce qu'on montre les auteurs ici, c'est ce qu'on a pu déduire de cette technique sur ce qui se passait le 29 mars, au moment où cette surface-ci était strictement, évidemment, invisible. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, très, très porteur, comme on dit, dans la mesure où on peut avoir au moins une demi-rotation et de l'ordre de 14 jours, donc disons de l'ordre de 14 jours avant, ou même 7 jours avant, on a une idée de ce qui va nous arriver, des régions magnétiques qui vont arriver, etc. Donc, je crois qu'on est arrivé au terme du voyage. Il y a le fait que, première remarque, c'est que ces techniques, notamment de sismologie, sont applicables et vont être bientôt appliquées à d'autres, ont été dans le passé à partir de mesures sol, mais dans l'espace vont être applicables à d'autres étoiles. C'est le projet de satellite COROT, projet du CNES, du Centre national d'études spatiales, qui implique des laboratoires d'astronomie français. Je pense que vous serez convaincus qu'il y a encore pas mal de travaux et d'efforts à faire pour comprendre l'intérieur du Soleil. Certains des résultats que je vous ai montrés sont à la limite de ce qu'on peut déduire quand on remonte de l'observation quand on fait ce qu'on appelle l'inversion. Donc il reste encore beaucoup d'efforts à faire, notamment pour comprendre le cœur. Il y a aussi beaucoup d'efforts à faire pour comprendre le magnétisme solaire, en particulier sa source interne. C'est quand même fondamental de comprendre la source. Et ce qui est un petit peu nouveau, c'est le fait que c'est un enjeu important non seulement pour la compréhension du fonctionnement d'une étoile magnétique, mais c'est important pour la compréhension d'une étoile qui nous est aussi proche que le Soleil, qui est fondamentale pour le Soleil. Donc, pour comprendre les relations Soleil-Terre et ce qu'on appelle la météorologie de l'espace, c'est-à-dire la prédiction la possibilité de mesurer et de prédire des événements qui auront un impact sur la Terre. Et ça sera l'objet du prochain cours la semaine prochaine. Merci.